Le vol MH370 de Malaysia Airlines avec 239 personnes à bord, dont 4 Américains, a disparu. Depuis plus de 10 ans, la disparition du vol MH370 demeure l'une des énigmes les plus troublantes de l'histoire de l'aviation. Malaysia. 370, ici, Kuala Lumpur, vous me recevez. Un avion moderne s'évapore sans laisser de traces, déclenchant des recherches internationales qui ont traversé les continents et les océans, mais n'ont apporté que peu de réponses. Bien que l'enquête officielle ait épuisé les méthodes conventionnelles, telles que le radar, les données satellitaires et la modélisation de la dérive océanique, certains pensent que notre approche pourrait être erronée. Par exemple, le dernier message d'un passager du vol MH370 a finalement été décodé et il est terrifiant. Alors que de nouvelles données continuent d'alimenter le débat et de relancer les recherches, elles pourraient bien apporter la pièce manquante à l'une des tragédies les plus énigmatiques de l'histoire. Ils ont pu apporter de nouveaux éclaircissements sur la trajectoire du vol MH370. Faisons le point sur ce que nous savons et où nous en sommes. La disparition troublante du vol MH370. Plus d'une décennie s'est écoulée depuis la disparition du vol MH370 de Malaysia Airlines, et pourtant le monde reste hanté par les questions sans réponse qu'il a soulevées. Cette disparition fut une tragédie humanitaire, une défaillance technique et un événement qui a ébranlé la confiance du public dans les systèmes censés assurer notre sécurité aérienne. Le 8 mars 2014, ce qui avait commencé comme un vol de nuit régulier entre Kuala Lumpur et Pékin, s'est achevé dans un silence si total qu'il a déchiré des familles, déconcerté les enquêteurs et révélé d'inquiétantes lacunes dans l'infrastructure aéronautique mondiale, avec 239 victimes. Et aucune explication définitive, le vol MH370 est devenu non seulement l'un des plus grands mystères de l'aviation moderne, mais aussi le symbole de la façon dont même à l'ère des satellites et du suivi en temps réel, un avion de ligne peut disparaître sans laisser de traces. Alors que savons-nous à ce jour, examinons les faits un par un. L'avion, un Boeing 760-17-200 Air, a décollé de l'aéroport international de Kuala Lumpur à 0h40 et 1h locale. À bord se trouvaient des passagers et des membres d'équipage, de 14 nationalités différentes, majoritairement chinois. L'arrivée à Pékin était prévue à 6h30, mais un peu plus d'une heure après le décollage, tout a basculé. À 1h19, le commandant Zahari Ahmad Shah a transmis par radio au contrôle aérien les derniers mots prononcés depuis le cockpit « Bonne nuit, Malaisien 370 ». Bonsoir, vol malaisien 370. Quelques minutes plus tard, le transpondeur de l'appareil s'est éteint près du point Away, une zone de transition aérienne cruciale entre la Malaisie et le Vietnam. Puis un événement encore plus troublant s'est produit. L'appareil a dévié de sa trajectoire en décrivant un arc de cercle délibéré traversant la péninsule malaise et survolant la mer d'Andaman. Sa trajectoire a été reconstituée ultérieurement grâce aux données radar et de communication satellitaire. Aucun appel de détresse n'a été émis. Aucun signal de détresse n'a été activé. Pendant plusieurs heures, l'appareil a poursuivi un voyage étrange et sinueux avant de disparaître au-dessus des zones reculées du sud de l'océan Indien. Les premières recherches se sont concentrées sur la mer de Chine méridionale. Partant du principe que l'appareil avait poursuivi sa trajectoire prévue, ce n'est qu'après une analyse minutieuse des données satellitaires Inmarsat que les enquêteurs ont réorienté leurs recherches vers l'ouest
réalisant que l'avion avait probablement volé pendant 6 heures supplémentaires dans la direction opposée. Cette découverte a déclenché l'une des opérations de recherche les plus complexes de l'histoire de l'aviation, mobilisant les marines, les satellites et les technologies sous-marines de plus de 26 pays. Malgré ces efforts, aucune découverte significative n'a été faite au cours de la première année. Ce n'est qu'en juillet 2015 qu'un aileron de bord d'attaque s'est échoué sur l'île de la Réunion, à des milliers de kilomètres de la zone d'impact présumée. Cela a confirmé pour la première fois que l'avion avait sombré dans l'océan Indien. Au fil des années, d'autres fragments ont été découverts tels que des panneaux de cabine des pièces d'ailes et même des morceaux du capot moteur éparpillés sur les côtes africaines et les îles de l'ouest de l'océan Indien. Pourtant, le fuselage principal, l'enregistreur de conversation du poste de pilotage et l'enregistreur de données de vol collectivement appelé boîte noire restent introuvables à ce jour. La disparition du vol MH 370 a mis en lumière de graves failles dans l'aviation mondiale. La plupart des avions commerciaux ne sont pas suivis en continu au-dessus des océans. Les données de géolocalisation en temps réel ne sont pas toujours obligatoires ni intégrées entre les pays. De plus, les décisions cruciales prises au début d'une crise peuvent être entravées par la bureaucratie et les hésitations diplomatiques. Dans le cas du vol MH370, de précieuses heures ont été perdues dans la confusion quant aux responsabilités et à la destination de l'avion. Pour les familles des victimes, cela n'a fait qu'accroître leur douleur. En 2018, après plusieurs années de recherches infructueuses menées par les gouvernements et les agences gouvernementales, une entreprise privée américaine, Ocean Infinity, a pris le relais. Elle a utilisé des véhicules sous-marins autonomes pour scanner de vastes zones des fonds marins grâce à une approche de pointe basée sur les données. L'entreprise a même proposé au gouvernement malaisien un contrat, sans résultat, sans commission, promettant de ne percevoir aucun paiement tant que l'avion n'était pas localisé. Bien que leur mission se soit finalement soldée par un échec, elle a ravivé l'attention et l'intérêt du monde entier pour la recherche de la vérité. La tragédie du vol. MH 370 a également engendré une nouvelle vague de spéculations, de théories du complot et d'enquêtes amateurs. S'agissait-il d'une panne mécanique d'un détournement ou de quelque chose de plus sinistre? L'absence de preuves concluantes a alimenté toutes sortes de théories, des plus plausibles aux plus farfelues dignes de la science-fiction. Certains enquêteurs pensent que l'avion a été délibérément dévié de sa trajectoire et s'est écrasé intentionnellement dans une zone isolée pour échapper à la détection. D'autres évoquent une décompression catastrophique ou une panne électrique ayant mis hors service les systèmes et rendu l'équipage et les passagers incapables de réagir. D'autres encore évoquent des explications plus obscures, impliquant des exercices militaires, des dissimulations géopolitiques, voire des rencontres extraterrestres ou seules. L'espoir demeure néanmoins. En 2024, le gouvernement malaisien a indiqué être prêt à rouvrir les recherches si de nouvelles preuves convaincantes venaient à être découvertes. Ocean Infinity s'est déclarée prête à reprendre ses activités grâce à des capacités de numérisation sous-marine améliorées et à une analyse de données optimisée. Avec les progrès technologiques, la possibilité de trouver cet indice crucial qui pourrait enfin apporter les réponses restées enfouies si longtemps augmente également. Pour l'heure, essayons de comprendre comment un avion peut disparaître littéralement comme par magie. Disparu sans laisser de traces. Au fil des années, les experts s'accordent à dire que le vol MH370 n'a pas disparu suite à une panne mécanique ou à un accident spontané.
Il s'agissait plutôt vraisemblablement du résultat d'un plan minutieusement orchestré par une personne connaissant parfaitement l'aviation commerciale, les systèmes radars et les protocoles de l'espace aérien international. Cette hypothèse est étayée par l'un des premiers moments décisifs du vol, l'arrêt manuel du transpondeur de l'appareil à 1H21 précise. Le transpondeur ne peut pas dysfonctionner discrètement ni s'éteindre de lui-même. Son arrêt doit être délibéré et effectué depuis le cockpit. Cette action a interrompu la liaison de l'appareil avec le contrôle aérien civil, le rendant invisible au système radar standard utilisé par les services de navigation aérienne. Le timing était d'une précision glaçante. Il coïncidait exactement avec le transfert de contrôle de l'espace aérien entre les contrôleurs malaisiens et vietnamiens. Cet intervalle, qui ne dure que quelques minutes, est l'un des moments les plus critiques d'un vol, une interruption de la surveillance active où la responsabilité passe d'un système radar national à un autre. Celui qui a désactivé le transpondeur le savait. La trajectoire ultérieure du vol renforce la thèse d'un acte délibéré. Au lieu de suivre son itinéraire prévu vers Pékin, le vol MH370 a effectué un virage serré à gauche, survolant la péninsule malaise et se dirigeant vers le nord-ouest en direction de la mer d'Andaman. Ainsi, l'appareil a évité les couloirs aériens fortement surveillés et est resté en grande partie dans des zones connues pour la faiblesse des radars. À aucun moment, les pilotes n'ont lancé d'appel de détresse et aucun système automatisé n'a émis d'alerte signalant une panne mécanique. Ce silence était aussi délibéré que le changement de route. Alors que le vol MH370 poursuivait son étrange périple, il effectua de nouveaux changements de cap qui déconcertèrent les enquêteurs. L'appareil semblait voler selon des trajectoires paraboliques calculées descendant et montant à des intervalles incompatibles avec toute explication liée à un dysfonctionnement. Après avoir atteint la limite nord de la mer d'Andaman, il vira au sud, s'engageant sur une trajectoire qui le mènerait au cœur de l'océan Indien méridional, loin de toute terre ferme, de toute voie maritime et de toute zone de recherche conventionnelle. Point crucial, cette trajectoire évitait de pénétrer directement dans la zone d'identification de défense aérienne thaïlandaise. Elle longeait plutôt son périmètre, tout en restant dans l'espace aérien malaisien. Cette manœuvre laisse supposer une connaissance approfondie de la couverture radar militaire dans la région. Les radars militaires ont fini par capter le signal de l'appareil, mais brièvement seulement et sans que cela n'entraîne une interception immédiate. Il s'agissait d'un vol fantôme orchestré avec un niveau de planification qui témoigne d'une expertise militaire. Cette suite d'événements remet fortement en question l'hypothèse d'une défaillance technique catastrophique à l'origine de la disparition du vol MH370. Dans un tel cas, on s'attendrait soit à une descente brutale et incontrôlée, soit à la poursuite du vol, selon la trajectoire programmée par le pilote automatique. Or, rien de tout cela ne s'est produit. Au contraire, l'appareil a volé pendant près de 7 heures, après la perte de contact suivant un itinéraire incompatible avec toute déviation d'urgence logique. La seule explication plausible est une intervention humaine, une personne pilotant activement l'appareil pour le soustraire à la détection et le faire disparaître. Certains avancent l'hypothèse d'un détournement à des fins politiques, l'objectif étant de le faire disparaître de manière à déconcerter enquêteurs et autorités. D'autres pensent que l'appareil a été pris en main à distance ou qu'il a été abattu dans le cadre d'une opération secrète. Mais quelle que soit la théorie, elles reposent toutes sur le même postulat incontournable. La disparition du vol MH370 n'était pas accidentelle. De toute façon, le monde n'était pas préparé à la disparition d'un avion de cette manière. Les lacunes du système radar au-dessus de l'océan, l'absence de suivi satellitaire obligatoire et les retards dans l'ouverture d'une enquête transfrontalière
ont tous révélé des faiblesses systémiques dans la gestion de l'aviation internationale. Suite à la disparition du vol MH, 370 de nouvelles obligations de suivi ont été mises en place, notamment l'obligation pour les aéronefs de signaler leur position toutes les 15 minutes, voire plus fréquemment dans certaines conditions. Ces changements, bien qu'importants, sont intervenus trop tard pour les passagers du MH370 et leurs familles. La trajectoire de l'avion dans le sud de l'océan Indien semblait également conçue pour minimiser les risques d'être repéré. C'est l'une des régions les plus désolées de la planète. Ses profondeurs sont inexplorées. Ses courants sont forts et son éloignement constitue un obstacle même pour les recherches les plus sophistiquées. Les recherches sous-marines ont couvert plus de 120 km² et coûté des centaines de millions de dollars, sans pour autant aboutir à une conclusion. Une seconde recherche menée par Ocean Infinity en 2018 à l'aide de véhicules sous-marins autonomes et d'un sonar de pointe s'est également soldée par un échec. Pourtant, même aujourd'hui, en 2025, l'entreprise se dit prête à lancer une troisième recherche avec des données plus précises et une cartographie améliorée. Mais attendez, nous avons découvert des preuves encore plus précieuses à ce sujet. La panne des communications à CARS. Dans l'aviation commerciale, le système CARS Aircraft Communications Addressing and Reporting System fonctionne comme un signal numérique entre l'avion et le sol. Il transmet automatiquement des informations cruciales concernant l'état du vol, les systèmes de l'appareil, le niveau de carburant et les performances du moteur aux équipes de maintenance et d'exploitation de la compagnie aérienne. Le 8 mars 2014, à A1H7, alors qu'il survolait la mer de Chine méridionale, le vol MH370 a effectué sa dernière transmission de routine à CARS. Il s'agissait d'une mise à jour programmée toutes les 30 minutes. La transmission suivante, prévue à 1H37, n'a jamais eu lieu. Ce n'était pas un simple oubli. Le système ACARS ne cesse pas d'émettre sans raison apparente et ses signaux programmés sont automatiques. Si le système devient inactif, cela indique généralement deux possibilités. Soit il a été désactivé manuellement, soit l'aéronef a subi une panne électrique grave. Pourtant, au cours des heures suivantes, l'appareil a continué de voler, de virer à l'ouest, de survoler des péninsules et de décrire un long arc de cercle dans le sud de l'océan Indien, ce qui indiquait clairement que l'alimentation électrique fonctionnait toujours. La probabilité d'une panne de courant totale est dans ce cas précis pratiquement nulle. En cas d'effondrement complet du système électrique, le Boeing 770-7 est conçu pour activer sa turbine à air dynamique RAT, un petit générateur de secours à hélice qui alimente les systèmes de vol vitaux. Rien n'indiquait que le système d'assistance au vol RAT ait été déployé. De même, rien ne prouvait que le groupe auxiliaire de puissance ou les générateurs des moteurs de l'appareil aient cessé de fonctionner. Ces systèmes, qui assurent la redondance électrique, se seraient immédiatement activés pour maintenir les opérations critiques du vol. Pourtant, le système ACARS est resté muet. Ce qui ajoute à l'énigme, c'est que l'ACARS et le transpondeur de l'appareil désactivé vers 0H21 fonctionnent indépendamment. Ils ne sont pas reliés par un système unique susceptible d'être désactivé accidentellement. Cela signifie que la personne qui a désactivé l'ACARS a également ultérieurement désactivé le transpondeur séparément. De plus, la procédure de désactivation de l'ACARS ne se limite pas à actionner un interrupteur dans le cockpit. Si les pilotes peuvent demander l'arrêt de l'envoi de certains messages ACARS, la désactivation complète du système nécessite l'accès à la baie avionique de l'appareil, généralement située sous le cockpit,
une zone hautement sécurisée, interdite aux passagers. Cette panne d'électricité n'aurait pu être orchestrée que par une personne formée aux systèmes aéronautiques s'il subsistait le moindre doute quant à savoir si la défaillance du système HACARS était intentionnelle. Les événements qui ont suivi dissipaient ces doutes. Environ 20 à 30 minutes après la panne, l'unité de données satellite SDU du vol MH370 chargée de relayer les communications par satellite SATCOM a été mystérieusement remise sous tension. L'unité de distribution d'énergie SDU s'était mise hors service probablement suite à l'arrêt du système HACARS, mais elle a été remise en marche vers 2H25, ce qui lui a permis de recommencer à envoyer automatiquement des signaux de liaison horaire au réseau satellitaire Inmarsat. Ces liaisons comparables à une annonce numérique de l'avion, confirmant sa présence, ont permis aux enquêteurs de retracer la trajectoire approximative de l'appareil au cœur de l'océan Indien. Dès lors, la question cruciale est pourquoi avoir réactivé les communications par satellite? Si l'avion était en situation d'urgence et que l'alimentation électrique avait été rétablie, les pilotes auraient très certainement rétabli les communications vocales ou lancé un appel de détresse. Mais cela ne s'est jamais produit. Aucun contact vocal, aucune balise de détresse. La décision de réactiver les communications par satellite tout en laissant les autres communications inactives est l'un des aspects les plus étranges et les plus suspects de toute cette affaire. Cela laisse supposer que la personne aux commandes de l'appareil durant ces dernières heures activait et désactivait les systèmes à sa guise, gérant ainsi les informations accessibles au monde extérieur. De plus, la réactivation des communications par satellite a directement permis d'obtenir les données satellitaires utilisées par les enquêteurs pour tracer le 7e arc correspondant à la zone de repos finale estimée de l'avion dans le sud reculé de l'océan Indien. L'ironie est frappante. En tentant de disparaître, le responsable a involontairement laissé suffisamment d'indices numériques pour permettre aux enquêteurs de commencer à trianguler les derniers mouvements du vol MH370. Malgré ces données, le lieu précis du crash n'a jamais été localisé. Les recherches sous-marines qui ont couvert près de 120 km² n'ont rien donné de concluant hormis quelques débris épars retrouvés des années plus tard sur des îles de l'océan Indien. Les conséquences de cet événement dépassent largement le cadre d'un simple avion. Le vol MH370 a révélé comment même les appareils les plus modernes volant au 21e siècle peuvent disparaître en quelques clics et manipulations si la bonne personne en a le contrôle. Il a également mis en lumière l'angle mort de l'industrie aéronautique en matière de suivi des avions en temps réel, une lacune qui a depuis entraîné des réformes d'envergure, notamment l'obligation de recourir à un système mondial de suivi par satellite et la mise en place de nouveaux systèmes transmettant des données de localisation toutes les 15 minutes, voire moins. Pourtant, ces réformes sont intervenues après coup et n'apaisent guère la douleur des 239 familles, dont les proches se trouvaient à bord de ce vol. Au-delà des émotions que nous ont révélées ces poignées de main, les 7 échanges de signaux. Le premier signal satellite notable émis par le système SATCOM du vol a eu lieu à 2H25 le 8 mars 2014, environ 1 heure après la dernière position radar connue du MH370. Cette demande de connexion du système SATCOM de l'avion indiquait que ce dernier avait été remis en marche ou redémarré. Le système SATCOM de l'avion s'était déconnecté peu après l'arrêt du transpondeur vers 0H21, interrompant ainsi le contact avec le sol. Cette connexion inattendue montre qu'une personne à bord, probablement dotée de connaissances techniques, a rétabli manuellement l'alimentation du système, lui permettant de se reconnecter au réseau satellitaire d'Inmarsat.
Les échanges de données par satellite ne contiennent ni les coordonnées du Jeep, ni les données de vol détaillées. Cependant, chaque ping inclut un horodatage du délai de transmission correspondant au temps nécessaire au signal pour effectuer l'aller-retour entre l'avion et le satellite. En calculant ce délai et en le combinant avec la position connue du satellite en orbite géostationnaire, les enquêteurs ont pu déterminer la distance radiale entre l'avion et le satellite lors de chaque échange. Imaginez un immense cercle s'étendant depuis le satellite. L'avion se trouvait quelque part sur la circonférence de ce cercle au moment de chaque impulsion. En croisant ces cercles au fil du temps et en analysant des variables supplémentaires comme l'effet Doppler, soit la variation de fréquence due au mouvement de l'avion par rapport au satellite, les experts ont pu déterminer deux trajectoires de vol potentielles. Un couloir nord traversant l'Asie centrale et un arc de cercle sud descendant vers l'océan Indien. Parmi ces deux itinéraires, la route sud a concentré les efforts de recherche. Plusieurs facteurs critiques ont conduit à cette conclusion, notamment l'analyse de l'effet Doppler, qui correspondait aux variations de fréquence attendues si l'avion s'était dirigé vers le sud. Inmarsat, initialement incertain de la fiabilité de ces données prises isolément, a rigoureusement testé ces méthodes sur d'autres avions volant sur des routes connues et a systématiquement obtenu des relevés précis de position et de mouvement. Leurs conclusions confirmées par des experts aéronautiques indépendants et adoptées par les équipes de recherche internationales suggéraient que le vol MH370 avait survolé l'océan pendant des heures, finissant par manquer de carburant et s'abîmer en mer loin de toute couverture radar et de toute trajectoire de vol. 6 échanges radio complets ont été enregistrés après la connexion à 2H25 à environ 3H40 et 1, 4H40 et 1, 5H40 et 1, 6H40 et 1 et 7H40 et 1, puis à 8H19. Ces échanges horaires ont révélé que le MH370 était resté en vol pendant près de 7 heures après la désactivation de son transpondeur et de son système ACARAS, une constatation aussi extraordinaire qu'inquiétante. Cela élimine la possibilité d'une catastrophe mécanique soudaine ou d'une décompression explosive. L'avion ne s'est pas écrasé rapidement. Il volait encore longtemps après que le monde l'eut perdu de vue. Et si l'avion était en vol contrôlé pendant tout ce temps, cela soulève bien plus de questions que cela n'apporte de réponses. Principalement pourquoi? La dernière prise de contact à 8H19 est particulièrement importante. Elle comprenait une prise de contact partielle inhabituelle peu avant le signal principal que les enquêteurs ont interprété soit comme une tentative de connexion infructueuse, soit comme une coupure de courant. Cette anomalie a été attribuée à l'arrêt des moteurs de l'appareil suite à une panne de carburant. Sur un Boeing 777, lorsque les moteurs principaux cessent de fonctionner, le groupe auxiliaire de puissance APU, un système de secours prend le relais et alimente brièvement les systèmes essentiels. Cette brève période d'alimentation par l'APU a probablement permis une dernière communication complète avec le satellite avant que l'avion ne s'abîme dans l'océan, entraînant une perte totale de signal. Aucun autre échange de signaux n'a eu lieu à 9H19, ce qui laisse fortement supposer que l'avion n'était plus en vol. Le dernier signal émis a permis aux analystes de tracer une courbe au-dessus du sud de l'océan Indien, communément appelé le 7e arc, représentant la dernière portée connue du signal. À partir de calculs de consommation de carburant, d'estimation de la vitesse de l'appareil et de modélisation du comportement du pilote automatique, les analystes ont restreint la zone d'impact probable à une région située à l'ouest de l'Australie. Cette immense étendue océanique, plus profonde que l'Everest, haute et balayée par de violents courants, devint la principale zone de recherche pendant les années qui suivirent. Pourtant,
Malgré le déploiement de près de 120 km² de fonds marins, grâce à des sonars et des submersibles parmi les plus performants au monde, l'épave principale du vol MH370 ne fut jamais localisée. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. C'est tout simplement impossible. Et il y a là un aspect dangereux. Le dernier message des passagers a enfin été décodé. Au milieu du chaos et des recherches immédiates, les enquêteurs ont rapidement mis au jour un détail potentiellement explosif: 2 passagers du vol disparus voyageaient avec des passeports volés. Il s'agissait de Purianur Mohammad Merdad, un Iranien de 19 ans, et de Delavar Sayed Mohammad Reza Vingt, 9 ans, également iranien. Tous deux avaient embarqué à Kuala Lumpur munis de faux documents de voyage, des passeports autrichiens et italiens volés en Thaïlande avant l'incident. Puria utilisait le passeport de Christian Kozel, un ressortissant autrichien dont le passeport avait disparu en 2012, tandis que Delavar usurpait l'identité de Luigi Moraldi, un Italien dont le passeport avait été volé en 2013. Cette affaire a été révélée moins de 48 heures après la disparition de l'avion, lorsque des proches des véritables titulaires des passeports ont contacté les autorités en apprenant que leur nom figurait sur la liste des passagers. Lorsque les enquêteurs ont confirmé que Kozel et Moraldi étaient sains et saufs, l'attention s'est rapidement portée sur les imposteurs. Interpol a immédiatement signalé les documents volés et quelques jours plus tard, les images des caméras de surveillance de l'aéroport international de Kuala Lumpur ont été diffusées, montrant les 2 hommes passant ensemble les contrôles de sécurité. La coordination et le timing apparent de leur voyage ont alimenté les soupçons beaucoup craignants qu'ils ne fassent partie d'un complot plus vaste, voire d'un détournement d'avion, d'un sabotage ou d'un acte terroriste. À ce moment-là, l'attention internationale s'est focalisée sur l'hypothèse d'un attentat commandité contre le vol MH370. Mais, à mesure que la situation s'est apaisée, une histoire plus humaine et bien moins sinistre a émergé. On a appris que le plus jeune des 2 passagers, Purianur Mohammad Merdad, tentait de rejoindre l'Allemagne où vivait sa mère. D'après les rapports de la police malaisienne et les déclarations des autorités iraniennes, Puria cherchait à obtenir l'asile politique en Europe. Il s'était rendu à Kuala Lumpur depuis l'Iran muni de son véritable passeport, d'où il comptait utiliser un passeport autrichien volé pour prendre un vol de correspondance de Pékin à Amsterdam, puis finalement rejoindre l'Allemagne. Accompagné ou aidé par des passeurs, son geste témoignait d'une tentative désespérée de fuir la répression croissante en Iran et de refaire sa vie à l'étranger. Son compagnon Delavar Sayed Mohammad Reza a bénéficié d'une moindre couverture médiatique, mais des éléments laissaient penser qu'il tentait lui aussi de rejoindre illégalement l'Europe, probablement en tant que demandeur d'asile. Aucune trace de lien avec l'extrémisme de casier judiciaire ou de formation aéronautique n'a jamais été découverte chez l'un ou l'autre. Interpol a finalement conclu que tous 2 étaient vraisemblablement victimes d'un réseau de passeurs plutôt qu'auteurs d'un quelconque complot. Malgré ces assurances, l'inquiétude mondiale était compréhensible. Le fait que 2 passagers munis de fausses identités aient embarqué à bord d'un vol commercial international sans être détectés a mis en lumière de graves lacunes dans la sécurité aérienne et les contrôles aux frontières internationales. À l'époque, Interpol tenait une base de données de plus de 40 millions de documents de voyage volés ou perdus, mais les compagnies aériennes et les services d'immigration de nombreux pays, dont la Malaisie, ne vérifiaient pas systématiquement les données des passagers par rapport à cette base de données. Un nouvel espoir renaît. Les recherches du vol MH 370 de Malaysia Airlines ont repris.
Depuis la disparition du Boeing 777 le 8 mars 2014, avec 239 personnes à bord des efforts multinationaux, ont ratissé de vastes zones océaniques sans toutefois parvenir à retrouver l'épave principale. Ce qui distingue cette nouvelle campagne de recherche, c'est la combinaison de technologies émergentes d'une interprétation des données plus poussée d'une modélisation améliorée des courants océaniques et des efforts inlassables des familles des victimes. Cette reprise est largement due aux progrès réalisés en matière de télédétection et de modélisation océanographique. Le radar à synthèse d'ouverture et serre, capable de retraiter les images satellites historiques avec une clarté exceptionnelle, est désormais utilisé pour réanalyser les données recueillies dans les semaines qui ont suivi la disparition du vol MH370X. Des analyses préliminaires suggèrent que des zones de débris potentiellement négligées jusqu'alors pourraient avoir été repérées par les satellites de l'ESA et de la NASA en mars 2014. Parallèlement, l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique sont appliqués à d'immenses ensembles de données provenant de sonars et de sources satellitaires, permettant ainsi aux analystes de détecter des tendances et des anomalies bien plus facilement qu'auparavant. La modélisation de la dérive océanique a également connu des progrès remarquables. Depuis que l'épave du MH370 s'est échouée sur l'île de la Réunion en juillet 2015, suivie de la découverte de débris confirmés au Mozambique, en Tanzanie et à Madagascar, les scientifiques ont élaboré des simulations bien plus précises de la façon dont les courants océaniques ont pu transporter l'épave depuis le lieu probable du crash. Ces nouveaux modèles ont permis d'affiner l'estimation du point d'origine du vol MH370 dans l'océan, réduisant considérablement la zone de recherche et renforçant les chances de succès. C'est désormais Ocean Infinity, une entreprise privée de robotique marine, qui mène les recherches. Son expédition de 2018 a couvert 112,0 km² de fond marin à l'aide de véhicules sous-marins autonomes. Bien que la mission n'ait pas permis de localiser l'épave, l'équipe a acquis des connaissances précieuses sur le relief sous-marin. Cette fois-ci, Ocean Infinity revient avec une technologie encore plus avancée, une flotte améliorée de navires de surface autonomes et de véhicules sous-marins autonomes AUV, capables de plongées plus profondes de missions plus longues et d'une cartographie assistée par l'intelligence artificielle. Ces machines opéreront dans l'une des zones maritimes les plus reculées et les plus instables au monde, avec des fonds marins atteignant plus de 4,0 mètres de profondeur et des conditions météorologiques imprévisibles, ce qui pourrait nécessiter jusqu'à 18 mois d'opération. Ce qui rend cette mission encore plus audacieuse, c'est la formule « pas de découverte, pas de paiement » proposée par Ocean Infinity. Si l'épave est retrouvée, la société recevra jusqu'à 70 millions de dollars du gouvernement malaisien. Dans le cas contraire, elle ne sera pas rémunérée. Ce modèle témoigne de la confiance de l'entreprise dans ses outils et de son ambition d'établir une nouvelle norme en matière d'implication du secteur privé dans les missions de recherche à l'échelle mondiale. Ocean Infinity a déjà récupéré le RA San Juan de la marine argentine et le vraquier Stellar Daisy. Ces deux missions sont difficiles, mais le vol MH370 demeure le défi ultime. Au cœur de cette nouvelle opération se trouve une réanalyse des signaux de communication émis par le MH370 après la perte de contact radar. Ces 7 signaux enregistrés par le réseau satellitaire Inmarsat ont permis aux enquêteurs d'estimer la trajectoire de l'appareil grâce à l'analyse des décalages temporels et fréquentiels des rafales. Bien que ces données indiquaient un arc méridional se terminant dans l'océan Indien, elles manquaient de précision. Les outils actuels, notamment le traitement du signal amélioré
et la modélisation mathématique affinée ont permis aux experts de réexaminer ces mêmes données avec une plus grande précision, révélant de nouvelles interprétations et précisant les zones auparavant ambiguës. Ces améliorations combinées à des simulations de dérives révisées ont orienté les recherches vers une zone spécifique située juste à l'extérieur des zones prioritaires précédentes, une zone potentiellement négligée en raison des limitations antérieures de la résolution sonore ou de la complexité des fonds marins. Mais l'élément le plus controversé et le plus convaincant de l'enquête est sans doute l'intégration des données SPR, Weak Signal Propagation Reporter, introduite par le chercheur indépendant Richard Godfrey. Conçu initialement pour suivre les signaux radio-atmosphériques à travers le monde, le réseau SPR enregistre les perturbations causées par des objets comme des avions traversant les voies de transmission radio. Godfrey affirme que les mouvements du vol MH370 ont perturbé plus de 500 trajectoires SPR la nuit de sa disparition, créant ainsi une trajectoire de vol traçable qui concorde avec les modèles précédemment établis tout en s'en écartant. Son analyse suggère que le vol MH370 n'a peut-être pas simplement continué sa route vers le sud en pilotage automatique jusqu'à épuisement du carburant. Il propose plutôt que l'appareil ait effectué des manœuvres délibérées, notamment des figures en 8 et des boucles d'attente, ce qui laisse penser que le vol est resté sous contrôle manuel bien plus longtemps qu'on ne le pensait. Plus étonnant encore, la trajectoire reconstituée par Godfrey correspond étroitement à des segments d'un itinéraire de vol simulé, découvert sur le simulateur de vol personnel du capitaine Zahari Ahmad Shah. Bien qu'initialement considérées comme une coïncidence, les similitudes apparaissent désormais plus que fortuites, laissant entrevoir une possible préméditation. Les travaux de Godfrey, malgré leur caractère novateur, ont suscité des critiques. Les sceptiques affirment que le SPR n'a jamais été conçu pour suivre des aéronefs se déplaçant à grande vitesse et qu'il ne possède pas la résolution des données radars ou satellitaires. Sa précision est remise en question en raison de sa sensibilité aux interférences atmosphériques et de l'absence d'applications aéronautiques validées par des pairs. Cependant, ses partisans affirment qu'elle ouvre de nouvelles perspectives en matière d'analyse forensique des signaux et illustre l'importance d'une approche non conventionnelle dans les enquêtes complexes. Quoi qu'il en soit, cette reprise des recherches du vol MH370 dépasse le simple but de récupérer un avion. Elle symbolise notre détermination à affronter l'ambiguïté par la science, à transformer notre chagrin en action et à faire du progrès technologique des réponses concrètes. Que la technique SPR soit finalement validée ou non, elle a enrichi la panoplie d'outils d'enquête et a permis que le vol MH370 demeure une cause vivante et non une tragédie oubliée. Alors que Ocean Infinity s'apprête à retourner dans les profondeurs, la mission n'est pas seulement une quête d'épave, mais aussi le reflet de la volonté de la communauté internationale de ne pas laisser cette histoire inachevée. Voilà, c'est tout pour le moment. Merci d'avoir regardé. Cette vidéo vous a plu. Si oui, n'hésitez pas à la liker, à laisser un commentaire et à vous abonner pour ne manquer aucune de nos nouvelles vidéos. Ne manquez surtout pas cette vidéo qui s'affiche à l'écran. Elle est tout simplement incroyable.